La République de Platon, livre 4e, suite. C'est comme si tu ne disais rien, intervint Glaucon. Tu nous as promis en effet de faire toi-même cette recherche, prétendant qu'il serait impie pour toi de ne pas porter secours à la justice par tous les moyens qui sont en ton pouvoir. Il est vrai que j'ai fait la promesse que tu rappelles. Je dois donc la tenir, mais il faut que vous m'aidiez. Nous t'aiderons, dit-il. J'espère, repris-je, trouver ce que nous cherchons de la façon suivante. Si notre cité a été bien fondée, elle est parfaitement bonne, nécessairement. Il est donc évident qu'elle est sage, courageuse, tempérante et juste. C'est évident. Par suite, quelles que soient celles de ces vertus que nous trouvions en elle, les vertus restantes seront celles que nous n'aurons pas trouvées, sans doute. Si de 4 choses nous en cherchions une, en n'importe quel sujet, et que dès l'abord elle se présenta à nous, nous en saurions assez. Mais si nous avions d'abord connaissance des 3 autres, par cela même, nous connaîtrions la chose cherchée, car il est évident qu'elle ne serait autre que la chose restante. C'est exact, dit-il. Donc, puisque les objets de notre recherche sont au nombre de 4, ne devons-nous pas adopter cette méthode ? Si, évidemment. Or, dans le cas qui nous occupe, je crois que c'est la sagesse qui, la première, s'aperçoit clairement. Et voici qu'à son sujet apparaît un fait étrange. Lequel ? Demanda-t-il. La cité que nous avons fondée, dis-je, me semble réellement sage, car elle est prudente dans ses délibérations. Oui. Et la prudence dans les délibérations est évidemment une sorte de science. Ce n'est point en effet par ignorance, mais par science que l'on délibère bien, évidemment. Mais il y a dans la cité une grande diversité de sciences, sans doute. Est-ce donc à cause de la science des charpentiers qu'il faut dire que la cité est sage et prudente dans ses délibérations ? Nullement, répondit-il. Mais cette science fera dire qu'elle est habile dans la charpente. Par suite, ce n'est pas parce qu'elle délibère avec science sur la meilleure façon de fabriquer les ouvrages de menuiserie que la cité doit être appelée sage. Certes non. Serait-ce pour sa science, est-ce ouvrage d'airain ou d'autres métaux ? Pour aucune de ces sciences, dit-il, ni pour celle de la production des fruits de la terre, car à ce titre elle est agricole, il me le semble. Quoi donc, poursuivis-je, est-il une science dans la cité que nous venons de fonder, résidant chez certains citoyens, par laquelle cette cité délibère, non sur quelqu'une des parties qu'elle enferme, mais sur l'ensemble d'elle-même, pour connaître la meilleure façon de se comporter à son propre égard et à l'égard des autres cités ? Assurément, il en est une. Laquelle, demandai-je, et chez quel citoyen se trouvera-t-elle ? C'est, répondit-il, la science de la garde, et elle se trouve chez les chefs que nous appelions tout à l'heure gardiens parfaits. Et relativement à cette science, comment appelles-tu la cité ? Je l'appelle prudente dans ses délibérations et vraiment sage. Mais, repris-je, quels sont ceux qui, à ton avis, se trouveront en plus grand nombre dans la cité, les forgerons ou les vrais gardiens ? Les forgerons et de beaucoup. Par conséquent, de tous les corps qui tirent leur nom de la profession qu'ils exercent, celui des gardiens sera le moins nombreux ? De beaucoup. Ainsi, c'est à la classe, à la partie la moins nombreuse d'elle-même et à la science qui y réside, c'est à ceux qui sont à la tête et qui gouvernent qu'une cité tout entière, fondée selon la nature, doit d'être sage. Et les hommes de cette race sont naturellement très rares, auxquels il appartient de participer à la science qui, seule parmi les sciences, mérite le nom de sagesse. C'est très exact, dit-il. Nous avons donc trouvé, je ne sais de quelle manière, l'une des 4 vertus cherchées et en quel point de la cité elle réside. Pour moi, observa-t-il, elle me paraît trouvée de manière satisfaisante. Quant au courage lui-même et à la partie de la cité où il réside, partie à cause de laquelle la cité est appelée courageuse, il n'est pas facile de les voir. Comment donc ? Qui dirait, poursuivis-je, qu'une cité est lâche ou courageuse, eu égard à autre chose qu'à cette partie qui fait la guerre et porte les armes pour elle ? Personne, répondit-il, ne le dirait, eu égard à autre chose. Aussi bien ne pensais-je pas que les autres citoyens, lâches ou courageux, aient le pouvoir de donner à la cité l'un ou l'autre de ses caractères.
Ils ne l'ont pas, en effet. Donc, la cité est courageuse par une partie d'elle-même, et parce qu'elle possède en cette partie la force de garder constamment intacte son opinion sur les choses à craindre, à savoir que ce sont celles, en nombre et en nature, que le législateur a désignées dans l'éducation. Ou bien n'est-ce pas là ce que tu appelles courage ? Je n'ai pas tout à fait compris ce que tu dis. Répète-le. Je dis que le courage est une sorte de sauvegarde. Oui, mais quelle sorte de sauvegarde ? Celle de l'opinion que la loi a fait naître en nous, par le moyen de l'éducation, sur les choses qui sont à craindre, leur nombre et leur nature. Et j'entendais par sauvegarde constante de cette opinion le fait pour quelqu'un de la garder sauve au milieu des peines et des plaisirs, des désirs et des craintes, et de ne point l'abandonner. Je vais t'expliquer cela par une comparaison si tu veux. Mais je veux bien. Tu sais donc que les teinturiers, quand ils veulent teindre de la laine en pourpre, choisissent d'abord parmi celles de diverses couleurs une seule espèce de laine, la blanche, et qu'ensuite ils la préparent, la soumettant à un long traitement afin qu'elle prenne au mieux l'éclat de la couleur, qu'enfin ils la plongent dans la teinture. Et ce que l'on teint de cette manière est indélébile. Le lavage, fait avec ou sans dissolvant, n'en ôte pas la couleur. Par contre, tu sais ce qui arrive quand on ne procède pas ainsi, quand on teint des laines d'une autre couleur, ou même de la laine blanche, sans la préparer à l'avance. Je sais, dit-il, que la couleur passe et devient ridicule. Conçois donc, repris-je, que nous avons procédé dans la mesure de nos forces à une opération semblable nous aussi, en choisissant les guerriers et en les élevant dans la musique et dans la gymnastique. N'imagine pas qu'autre ait été notre intention. Nous tenions à ce qu'ils prissent une teinture aussi belle que possible des lois, afin que, grâce à leur nature et à une éducation appropriée, ils eussent sur les choses à craindre et le reste une opinion indélébile, qui ne put être effacée par ces dissolvants terribles que sont le plaisir, plus puissant dans son action que toute alcalie ou toute lessive, la douleur, la crainte et le désir, plus puissants que tout autre dissolvant. C'est cette force qui sauvegarde constamment l'opinion droite et légitime, touchant les choses qui sont ou ne sont pas à craindre, que j'appelle, que je pose comme courage, si tu n'y objectes rien. Mais je n'y objecte rien, dit-il, car il me semble que, si l'opinion droite sur ces mêmes choses n'est pas le fruit de l'éducation, si elle est sauvage ou servile, tu ne la regardes point comme stable, et tu l'appelles d'un autre nom. Ce que tu dis est très exact, avouai-je. J'admets donc ta définition du courage. Oui, admets-la, du moins comme celle du courage politique, et tu auras raison. Mais sur ce point, si tu veux, nous discuterons bien mieux une autre fois. Pour le moment, ce n'est pas le courage que nous cherchons, mais la justice. En voilà donc assez, je pense, sur ce sujet-là. C'est juste, dit-il. Dès lors, repris-je, deux vertus nous restent encore à trouver dans la cité, la tempérance, et l'objet de toute notre recherche, la justice. Parfaitement. Eh bien, comment pourrions-nous trouver la justice sans plus nous occuper de la tempérance ? Je n'en sais rien, répondit-il, mais je ne voudrais pas qu'elle se montrât à nous la première si nous ne devions plus examiner la tempérance. Si tu veux me faire plaisir, examine d'abord cette dernière. Mais, certes, je veux bien, j'aurais tort de refuser. Examine donc, dit-il. C'est ce que je vais faire, et à voir les choses d'ici, elles ressemblent plus que les vertus précédentes à un accord et à une harmonie. Comment ? La tempérance est en quelque sorte un ordre, une maîtrise qui s'exerce sur certains plaisirs et certaines passions, comme l'indique, d'une façon que je n'entends pas trop, l'expression commune « maître de soi-même », et quelques autres semblables qui sont pour ainsi dire des traces de cette vertu, n'est-ce pas ? Très certainement. Or l'expression maître de soi-même n'est-elle pas ridicule ? Celui qui est maître de lui-même est aussi, je suppose, esclave de lui-même, et celui qui est esclave, maître, car en tous ces cas, c'est la même personne qui est désignée, sans doute. Mais cette expression me paraît vouloir dire qu'il y a dans l'âme humaine deux parties, l'une supérieure en qualité et l'autre inférieure,
Quand la supérieure par nature commande à l'inférieure, on dit que l'homme est maître de lui-même. C'est un éloge assurément. Mais quand par le fait d'une mauvaise éducation ou de quelque mauvaise fréquentation, la partie supérieure qui est plus petite se trouve dominée par la masse des éléments qui composent l'inférieur, on blâme cette domination comme honteuse et l'on dit de l'homme dans un pareil état qu'il est esclave de lui-même et déréglé. Cette explication me paraît juste, dit-il. Jette donc les yeux repris sur notre cité. Tu y trouveras l'une de ces conditions réalisées, et tu diras que c'est avec raison qu'elle est appelée maîtresse d'elle-même, si tout ce dont la partie supérieure commande à l'inférieur doit être appelé tempérant et maître de soi-même. J'y jette les yeux et je vois que tu dis vrai. Certes, on y trouverait aussi en grand nombre et de toutes sortes, passions, plaisirs et peines, surtout chez les enfants, les femmes, les serviteurs et la foule des hommes de peu qu'on appelle libres. Certainement. Mais pour les sentiments simples et modérés, que le raisonnement dirige et qu'accompagnent l'intelligence et la droite opinion, tu ne les rencontreras que chez de rares personnes, celles douées d'une excellente nature qu'a formée une excellente éducation. C'est vrai. Ne vois-tu pas également que dans la cité, les désirs de la foule des hommes de peu sont dominés par les désirs et par la sagesse du plus petit nombre des hommes vertueux? Je le vois. Si donc on peut dire d'une cité qu'elle est maîtresse de ses plaisirs, de ses passions et d'elle-même, c'est de celle-ci qu'il faut le dire, assurément. Mais ne faut-il pas aussi l'appeler tempérante en considération de tout cela? Très certainement. Et si dans une autre cité, gouvernants et gouvernés ont la même opinion touchant ceux qui doivent commander, dans la nôtre aussi résidera cet accord, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Eh bien, quand les citoyens sont disposés de la sorte, chez lesquels diras-tu que se trouve la tempérance? Chez les gouvernants ou les gouvernés? Chez les uns et les autres, répondit-il. Ainsi tu vois que nous devinions juste tout à l'heure quand nous disions que la tempérance ressemble à une harmonie. Pourquoi donc? Parce qu'il n'en est pas d'elle comme du courage et de la sagesse qui, résidant respectivement dans une partie de la cité, rendent cette dernière courageuse et sage. La tempérance n'agit pas ainsi. Répandue dans l'ensemble de l'État, elle met à l'unisson de l'octave les plus faibles, les plus forts et les intermédiaires, sous le rapport de la sagesse, si tu veux, de la force, si tu veux encore, du nombre des richesses ou de toute autre chose semblable. Aussi pouvons-nous dire avec une très grande raison que la tempérance consiste en cette concorde, harmonie naturelle entre le supérieur et l'inférieur, sur le point de savoir qui doit commander, et dans la cité et dans l'individu. Je suis tout à fait de ton avis. Soit, dit-il, voici que 3 choses ont été découvertes dans notre cité. Quant à la 4e, par qui cette cité participe encore à la vertu, que peut-elle être? Il est évident que c'est la justice. C'est évident.